de la randonnée. Aussi loin que je regarde dans le passé, mes parents, chaque été, nous emmenaient dans les Alpes. Et c'était simple, hein, les jours impairs, c'était visite gastronomique. Les jours pairs, c'était rando. On se levait à 4 heures du matin, on crapahutait, je détestais ça. On arrivait à un sommet, on mangeait un sandwich fait par ma mère, donc très bon, et on redescendait, et mes parents étaient contents. J'ai vraiment détesté ça. Puis ça s'est calmé, heureusement. Début 2000, je rentre dans le monde du travail, avec métro, boulot, enfin il n'y avait pas encore de métro à Rennes, mais c'était voiture, boulot, dodo. Vous connaissez tout ça, hein, répétitif. Et étrangement, quand j'avais fini ma journée de boulot, ce que j'allais faire, c'est que j'allais marcher. On est en Bretagne, moi j'habite à 500 mètres de la forêt de Rennes, vous avez Brocéliande qui est pas loin, vous avez le GR34 qui est une des plus belles randonnées de France, que j'ai parcouru dans tous les sens. Et là je ne comprenais pas. Je déteste la randonnée, je déteste marcher. Au même moment, début 2000, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus abouti, plus complet comme randonnée? J'ai fait des recherches, il y avait Internet déjà début 2000. Et je suis tombé sur, alors il y en a énormément en Europe, en France. Il y en a un magnifique qui s'appelle l'Hexatrek en France. Par contre, je suis tombé sur ce qu'ils appellent le Graal, ce que les randonneurs appellent le Graal, c'est la triple couronne. C'est aux États-Unis, la triple couronne, c'est 3 treks de très longue distance, plus de 4000 km. L'Appalachian Trail, qui est au niveau des Appalaches, côté est. Le deuxième, c'est le Continental Divide Trail, donc c'est la ligne de séparation des eaux de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est la ligne de séparation des eaux? C'est simple, c'est quand une goutte d'eau tombe, soit elle s'écoule doucettement vers le Pacifique, soit elle s'écoule vers l'Atlantique. Et ils ont modélisé cette ligne, et c'est devenu un trail. Donc c'est un faux trail, puisqu'il n'y a pas de chemin, c'est un trail virtuel. Je ne me sentais pas encore capable de faire cette chose-là. Et le troisième, le Pacific Crest Trail, que vous avez sans doute entendu parler via un livre qui est devenu un film qui s'appelle Wild, où une femme raconte son périple à travers ce chemin. Donc celui-ci, il part du désert californien à la frontière mexicaine et il monte jusqu'à la frontière canadienne du coup. Et il traverse le désert, la Sierra Nevada, qui est un ensemble montagneux où vous êtes le plus souvent à plus de 3-4 000 mètres. Les forêts plates de l'Oregon, alors plate c'est un euphémisme, et qui finit par les montagnes de l'État de Washington. J'ai été subjugué, je me disais, c'est génial, parce qu'en fait, il faut se dire que dans ces endroits-là, la connexion réseau, il n'y en a pas. Hein. Et puis, Gaël a spoilé, vos amis de marche, ce sont les serpents, les tiques, donc serpents à sonnette, les tiques, les pumas, c'est moins drôle, les ours noirs et, quand vous avez vraiment pas de chance, des grizzlies. Je suis venu avec ma boîte à ours, on fera un petit concours à la fin si vous voulez. Voilà, ça c'était le début des années 2000, c'est retombé, entre-temps, la vie s'est installée, le boulot, la routine, quoi, c'est passé. Puis un truc génial qui est arrivé, c'est le 2020, vous voyez tous à peu près de quoi je parle, on s'est tous retrouvés enfermés chez soi. Et en fait, l'enfermement, moi je l'ai très mal vécu au départ, après maintenant je commence à le savourer, c'est quelque chose qui a été une période de ma vie qui a été géniale, je me suis rendu compte que j'avais un enfant. Ouais. Je ne sais pas si c'est drôle ou plutôt de la gêne. Par contre, l'enfermement vous rappelle tout ce qui vous manque le plus. Et là, le projet, il est réapparu. Il est réapparu parce que dans mon entourage, moi j'ai ma mère qui a toujours voulu aller en Islande. C'est un jour j'irai en Islande. J'ai ma belle-mère qui, elle, me dit ah, le Japon, ouais, c'est génial, mais on ira à la retraite. Elle est arrivée à la retraite, sauf qu'avec la retraite est arrivé Alzheimer. La retraite est venue aussi avec le cancer. Et puis pour ajouter tout ça, la retraite est arrivée avec des AVC. Donc autant dire que le projet
elle ne l'a pas vécu. Et en fait, moi, j'ai plutôt envie de remplir ma vie de « je l'ai fait », « putain, je l'ai fait », désolé, il va y avoir des gros mots, il y a un peu de Charline en moi. « Putain, je l'ai fait », plutôt que « j'aurais dû ». Donc résultat, ça c'est 2020, 2021. 2022, je m'inscris. Parce qu'en fait, c'est un chemin, c'est vraiment low cost, hein, ça ne coûte pas cher. Vous avez juste à vous inscrire, à avoir la chance d'être parmi les 4500 candidats. Mais c'est vous inscrivez pour l'année d'après. Donc je me suis inscrit pour 2023. Et puis là, une fois que vous avez le ticket, le sésame, vous dites il faut y aller. Pour vous donner quelques idées, ce Pacific Crest Trail, ce trail de la ligne de crête du Pacifique, c'est 4300 km environ, sans compter les petits détours que vous faites à cause des incendies, à cause des ravitaillements, ou grâce au ravitaillement. C'est à peu près 4 fois et demi l'île Marseille à pied. Vous voulez une autre idée de mesure, c'est Saint-Pétersbourg, Gibraltar à pied. Voilà. Parce que quand on regarde aux États-Unis, ça paraît très très petit. Autre indication, c'est entre 120 000 et 150 000 mètres de dénivelé positif. C'est environ 17 fois la montée de l'Everest en partant du niveau de la mer. C'est correct. Généralement, il faut environ 6-8 mois pour le parcourir. J'ai le sésame, j'y vais. 2023, pas de bol quand même. 2023, aux États-Unis, il y a une anomalie climatique qui fait qu'il y a 64 pieds de hauteur de neige en trop. Je ne sais pas à quelle hauteur est le plafond, mais je pense qu'on est encore en dessous. 64 pieds, ça fait environ 20 mètres. 20 mètres de neige en trop. Pour vous donner une autre indication, à ce moment-là, les stations de ski sont restées ouvertes toute l'année. J'ai été obligé de laisser passer des skieurs de temps en temps sur le chemin. Mais bon, je ne suis pas américain, je ne peux pas reporter à l'année prochaine. Ça nécessite de la préparation, ça nécessite d'acheter un billet, ça nécessite de mettre en parenthèse son travail. J'y vais, hein. C'est pas grave, il y a de la neige, j'aime pas ça, mais j'habite en Bretagne, donc autant vous dire que la neige, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce que j'en ai vu pour la dernière fois. Excusez-moi. Par contre, entre novembre où j'ai mon sésame et avril où je commence, il y a tout un temps, là, un bon cycle en V des familles, où il faut préparer, mais vous ne faites rien. Alors, il faut préparer, il y a le matériel à préparer. À vrai dire, c'est assez simple. Je suis venu avec mon sac, le remplaçant de mon sac, parce que mon premier est mort pendant le trail. Et le dernier jour, c'était fini pour lui. Donc vous cherchez le meilleur matos possible. C'est très mécanique, en fait. C'est comme une notice Ikea, quoi. Vous regardez, il faut ça, il faut ça, il faut ça, j'ai ça. C'est OK. Ça, c'est pas compliqué en soi. On s'en fait toute une montagne, mais c'est pas compliqué. Après, il faut convaincre. C'est un autre job. Vous imaginez bien au travail, moi j'ai créé Cocagne il y a 8 ans avec un ami plus d'autres personnes qui m'ont rejoint. Mathieu, pour ne pas le nommer, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, c'est du travail. Hein. Mais Mathieu, tu vas rire, je m'absente 6 mois là, et puis je te laisse la boîte, débrouille-toi. Je ne suis pas sûr que ce soit très motivant comme message. Surtout que l'autre message, c'est Mathieu, je te mets en contact en cas de décès. Ouais, parce qu'en fait, la petite histoire, je suis moniteur de saut élastique, je le fais un peu moins. J'ai été parachutiste et sur ma licence de parachutiste, il faut mettre le nom en cas de décès. Et quand j'ai mis le nom de ma femme, elle m'a dit « première, dernière fois ». Je ne veux pas savoir, en fait. Je le saurais, mais je ne veux pas que ce soit moi qui l'apprenne en premier. Donc là, il fallait quelqu'un. C'est tombé sur Mathieu. C'est un mec génial quand même. Donc ça, c'est convaincre les collègues, la famille professionnelle. Les clients aussi, ce n'est pas évident de leur expliquer que leur transformation, elle va s'opérer, ne vous inquiétez pas, mais je ne serai plus là. Et puis à convaincre la famille. Ma chérie, pendant 6 mois, je vais être déconnecté, c'est-à-dire 0 réseau, serpent, ours, puma, etc. Ça va être génial. Pendant l'année de 4e de notre fils, ça va être génial. Si j'attaque le sujet comme ça, c'est plié. Hein. J'ai un no-go. Et pour certains qui connaissent ma femme, le no-go, c'est non négociable.
Donc non. Donc je pourrais faire une conf juste sur le travail nécessaire pour convaincre. Vous m'avez donné combien? 2h30, c'est ça? Non, mais c'est un peu moins, je crois. Et il y a un truc qui m'a surpris. Moi, je me suis exclu volontairement et agréablement de tous réseaux sociaux sauf un, LinkedIn. On m'a demandé de le garder. Et quand j'ai posté sur LinkedIn le fait que je faisais une parenthèse, j'ai eu plein de messages. C'était génial, beaucoup de messages de soutien. J'ai eu aussi des messages de qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Et en fait, c'est con parce que je ne savais pas quoi répondre. Je me suis senti super stupide à ce moment-là. Je ne sais pas ce que je vais chercher. Si je dis que je ne sais pas ce que je vais chercher, je suis un idiot fini, quoi. Puis il y avait aussi un message qui m'a marqué, moi, énormément. J'avais pas commencé, hein, et c'était Aurélien, t'inquiète pas. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Bah oui, en fait, mais moi j'ai envie de voir ce qu'il y a au bout, quoi. Je commence à un point, je veux aller au bout. Je suis un agiliste. Je veux voir le poteau final. Mais déjà, on m'autorise à l'échec. Je ne suis pas commencé, hein. Donc il y a déjà plein de trucs dans ma tête qui me font peur et on m'autorise l'échec. C'est pas que j'en ai voulu à ces personnes-là à ce moment-là, mais je me suis dit, mais oui, ils ont sans doute raison. Bon, on en reparlera, mais quand même, en plus je suis breton, hein, tête de l'art, j'irai au bout. Donc en fait, il y avait trop de questions, pas assez de réponses, et il était vraiment temps que j'y aille. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait le chemin jusqu'à San Diego. Alors, petit aparté, hein, je vais vous partager moi ce que j'ai appris. Peut-être ce que je vais vous partager va vous apprendre d'autres choses. Je ne vais pas être très explicite sur mes apprentissages. C'est pour vous réveiller ce matin, c'est aussi à vous de faire le travail. Qu'est-ce que vous apprenez dans ce que je vous raconte? Et puis si c'est différent de ce que j'ai vécu moi, bah vous venez, on en parle après, moi je serai disponible. Donc, j'arrive là-bas, j'avais préparé un tout, et là je me dis, bon, 4300 km, 120 jours, parce que moi j'avais une contrainte, c'était 120 jours, 35 km par jour. C'est facile, j'ai ma vélocité. Alors, 35 km marcher 35 km une journée, c'est faisable? C'est faisable. Ok. Marcher 35 km 120 jours d'affilée, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Et comme je vous dis, j'ai un passé d'agiliste. Je me dis, bah écoute, commence, puis tu verras, hein, tu ajusteras. Je vous raconterai mes premiers kilomètres, c'était pas ça. Hein. Et donc fin avril, je suis à cette frontière mexicaine là, et je commence. Et là, c'est l'avalanche d'angoisse. Je marche, j'arrive à un panneau 1 mile. Il est célèbre ce panneau, tout le monde se photographie avec. Et en fait, moi, je me dis, alors 1 mile, ça veut dire qu'il en reste 2649. S'il y a un panneau 1 mile sous les miles, enfin, c'est fini, enfin, je vous promets, j'arrête très vite. Vous vous rendez compte, on vous égrène tout ce qui vous reste à faire. Heureusement, ils sont smart, il n'y a pas de panneau aussi souvent que ça, mais très angoissant. Là, je me dis, mais en fait, je viens de faire 1 mile. Donc, alors 1 mile, c'est 1,609 km. Je viens de faire 1 mile, je me dis, waouh, ça va être dur quand même. Là, je percute enfin. C'était juste une équation mathématique, devient réelle. Donc, début d'une angoisse. L'autre angoisse, en plus, j'ai pris un peu de poids avant de partir. Je savais que j'allais en avoir besoin, mais j'ai vraiment bien pris du poids. Donc, il faut le porter, ce beau bébé. L'autre angoisse, c'est mon sac. J'ai pourtant cherché à être le plus léger possible. J'étais un des plus légers possibles. J'avais un poids de 6 kilos, tout compris. À ça se rajoute la nourriture, je dirais 2 kilos pour une semaine de nourriture, et 2, 3 litres, 4 litres d'eau. Donc très très léger. Et pourtant, ce sac, je le sens sur moi, c'est une catastrophe. Mais en fait, on ne va pas pouvoir cohabiter, toi et moi. C'est trop dur. Et pourtant, le sac, à vide, vous ne le sentez pas. Hein. À plein, vous le sentez bien. Donc, nouvelle angoisse, c'est mais dans quelle galère je me suis embarqué, en fait. C'est la bêtise que je fais, en plus, c'est que j'ai un GPS offert par ma femme qui voulait savoir où j'étais en permanence. C'est pas pour savoir si je la trompe, c'est pour savoir si le point bouge toujours. Ça veut dire que je suis toujours vivant. Mais ce GPS, j'ai fait la bêtise de le partager sur les réseaux sociaux. J'apprendrai plus tard que plein de gens avaient une petite fenêtre
Vous voyez le point bouger. Ne rigolez pas. Et puis l'angoisse, en fait, elle est aussi... c'est super facile chez soi, en Bretagne, de faire son petit calcul et tout ça, mais il faut bien comprendre qu'à 7 heures du matin, dans le désert californien, il fait 30 degrés. Il est 7 heures du mat. Et là, ça va pas être possible, en fait. Ça va pas être possible, je pense que... mais je peux pas arrêter, parce que c'est trop tôt, et puis il y a le mouchard. On m'a bien aidé, celui-là, au départ. Mais bon, je démarre. Il faut reconnaître un truc, c'est que les paysages sont à couper le souffle. C'est ce que j'étais allé chercher. Hein, enfin, attendez, en France, la France est magnifique. Hein. C'est juste que j'ai un ami canadien un jour qui m'a dit « Vos montagnes sont très hautes, mais nos forêts, vous, si on vous met au milieu d'une de vos forêts, vous sortez en 24 heures. Je te prends, je te mets dans une forêt américaine ou une forêt canadienne. Il peut se passer plusieurs semaines avant que tu sortes de cette forêt. » En fait, c'est ça que je cherchais, c'était le fait d'être déconnecté et de ne même pas voir la civilisation ou un indice de la présence de la civilisation. Voir si j'étais capable de vivre ça. C'est très angoissant. La première nuit est très angoissante. Parce que vous êtes dans votre tente, mais ce bruit-là, il est naturel ou il est spécialement pour moi, je ne sais pas. Donc très angoissant. Et puis là, on marche seul, c'est super ressourçant. Hein. Marcher seul une journée, c'est super agréable, vous êtes avec vous-même. Vous profitez du silence, etc. Mais alors ces journées, elles s'accumulent et vous finissez par être seul. Il y a très peu d'interactions. Je vous disais, 4500 personnes peuvent faire ce trail par an. Et cette année, avec l'anomalie climatique, beaucoup d'Américains ont décliné. Ils se sont dit, je vais le faire l'an prochain. Ils ont eu raison, parce que cette année, c'était bien mieux. Donc en fait, a priori, au mois de mai, on n'est plus que 600 sur le trail. Sur les 4300 km, il n'y a plus que 600 personnes. Donc l'occasion des rencontres est assez légère. Et moi, cette absence d'interaction, elle finit par me faire douter. Douter de mon existence. Je sens bien que je marche, mais je n'ai pas d'interaction. J'existe plus. On existe par nos interactions. Et puis, excusez-moi, j'ai pas le réflexe. Moi, j'étais parti chercher cette solitude, cette forme de liberté. Là, je suis servi. Sauf que, dans la vraie vie, les journées, elles s'enchaînent et elles m'enchaînent. C'est-à-dire que j'ai un agenda, c'est un Tetris. En plus, je ne suis pas maître de mon agenda, il y a toujours quelqu'un pour vous coller une réunion, même si vous avez déjà une réunion. Vous savez, vous mettez des bloqueurs pour votre midi, en fait, il n'existe pas ce bloqueur. Et là, je suis en mode excès de temps libre. Si je marche 12 heures, je me repose 12 heures. Ça, c'est la règle pour moi. Il faut se reposer, il faut prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps libre? Vous êtes habitué, vous, à avoir du temps libre? C'est chaud. Hein. Donc moi, il a fallu l'occuper. Il a fallu profiter de cette absence d'interaction. Donc, première chose, j'ai appris la table de 1,609, très utile. Tous les moyens mémotechniques pour passer de miles au kilomètre le plus rapidement possible. On est jeudi, donc vous ne pouvez plus m'inviter pour un repas de mercredi. Ça, c'est gagné. Mais c'est super pratique parce que eux, aux États-Unis, ils comptent en miles. Nous, en France, on compte en kilomètres. Il y a plus de kilomètres dans un miles, donc quand vous faites un kilomètre, ça, c'est fait beaucoup plus rapidement qu'un miles. On cherche tous les moyens de se rassurer. Donc voilà, la table de 1,609, c'est passionnant. L'autre chose, c'est que vous êtes seul, donc en fait, il n'y a plus trop à faire attention aux gens autour de nous. Donc tous les bruits naturels de votre corps que habituellement vous contenez, là, il n'y a aucune gêne. Par contre, je vous l'ai dit, moi, il y a besoin d'entendre des voix. C'est compliqué de ne pas entendre de voix. Donc, à un moment donné, je me suis mis à parler. Alors, je n'ai pas parlé seul. J'ai commencé à discuter seul. Lui, là, il m'a bien aidé. C'est donc un ours en peluche, comme vous avez là il s'appelle Change. C'est ce qui a donné mon trail name, parce que quand vous êtes sur ce chemin-là, vous ne choisissez pas votre nom, parce que demander à un Américain de dire Aurélien, chaud patate. Et donc, ils m'ont tous appelé Teddy Bear, pas Teddy Bear, rien à voir.
Faites attention, ils sont très pointilleux sur le langage. Donc j'ai commencé à converser, à retraiter des conversations que j'ai pu avoir dans le passé, ou à créer de nouvelles conversations. Vous vous marrez parce que dans le quotidien, vous voyez quelqu'un comme ça dans le métro, vous vous dites, faites au casque. Mais là, c'est OK. C'est OK, puis on croise d'autres personnes qui parlent. En fait, on est nombreux. Mais il faut vraiment... Rendez-vous compte, vous avez déjà passé un dimanche après-midi, enfin un dimanche, vous vous réveillez, il n'y a personne autour, dehors, c'est l'hiver. Imaginez ce dimanche-là tous les jours. C'est chaud, hein? Et puis autre chose, vous pouvez libérer vos émotions. Ça m'est arrivé d'éclater de rire tout seul, parfois pour pas grand-chose. Ça m'est aussi arrivé de pleurer tout seul. Et ça, je remercie Nathan hier pour son message. Je ne sais pas si vous avez vu la keynote de Nathan hier. Mais moi, en fait, dans le monde professionnel, ça m'est déjà arrivé de pleurer pour des raisons qui m'appartiennent. Je n'ai pas forcément envie de partager. Par contre, j'ai eu des messages du « c'est pas professionnel de pleurer ». Non, c'est pas professionnel, c'est humain. Et là, j'ai le droit de le faire, il n'y a personne pour me juger. C'est quand même top, ça. Si vous pleurez là, aujourd'hui, quelqu'un viendra vous voir et vous dira « ça va pas ?» Et ça sera gentil de sa part, mais en fait, vous pouvez aussi pleurer parce que ça vous fait du bien. Donc être soi-même, ça faisait longtemps que je n'avais pas pu être moi-même, et ça, c'est quelque chose de super agréable. Est-ce qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour pouvoir l'être? Je ne sais pas, mais moi, ça m'a appris que j'avais le droit de l'être. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est facile d'être soi-même quand on est seul. Sauf que dans la vie d'après, là, la vraie vie, il y a des interactions. Donc si je laisse aller mon corps pendant qu'on est en train de discuter, ouais, c'est pas top, quoi. Si je suis en train de parler tout seul, on va pas aller le voir, lui. Donc ça, c'est quelque chose à réapprendre. Quand j'ai terminé cette aventure, il a fallu réapprendre. Alors, contenir, c'est facile. La honte revient très vite. Mais ne plus parler seul, c'est très compliqué. Moi, ça m'arrive encore. Et ma femme me dit, tu as dit quelque chose? Non, 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 je réfléchissais. C'est rien. Et voilà. Et pourtant, elle le sait. Hein. Il va falloir composer avec les autres, par contre. Et ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des concessions. Je n'ai pas eu à faire de concessions pendant tout le chemin. Pourquoi j'en ferai maintenant? C'est aux autres de s'adapter. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, Aurélien, il reviendra et il n'aura pas changé. Je peux vous dire que j'ai changé. Et en fait, moi, j'ai envie de rester le Aurélien que je suis redevenu. J'ai envie de virer ce masque qu'on est obligé de se mettre quand on va au travail. En fait, il faut quand même prendre soin des autres. C'est important de prendre soin des gens. Mais c'est essentiel de prendre soin de soi et d'être soi-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, moi, si je ne prends pas soin de moi, les personnes là autour de moi ils vont pas être là pour prendre soin de moi. Par contre, si je prends soin de moi, ils auront envie d'interagir, ils auront envie de créer quelque chose avec moi. Donc, soyez bien alignés avec vous-même, c'est super important. Moi, c'est ce que ça m'a appris. J'en profite, Damien est là, je crois. Je ne te vois pas, Damien. Tu bouges la main, c'est merci. Quand je suis revenu, il m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu sourire comme ça. Et en fait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu l'Aurélien d'avant. L'Aurélien, il s'est dégradé avec le temps. Et après ce trail, il est revenu. Par contre, c'est un travail quotidien de ne pas lâcher. De ne pas retourner dans ses travers et de se dire, allez, hop, oh, c'est pas mal ce petit masque, hop, hop. C'est quand même super dur. Vous portez un masque, vous, au quotidien? Ça ne demande pas de réponse immédiate. Hein. Un autre point que je voulais aborder, c'est on m'a beaucoup parlé de motivation. À tel point que je voulais mettre une citation, c'était, je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par cœur. La discipline est plus difficile quand personne n'est là pour t'applaudir. C'est à toi de t'applaudir, sois ton plus grand supporter. Donc je ne l'ai pas mis parce qu'en plus je n'ai pas trouvé qui avait fait cette citation. Donc a priori ça doit être Confucius quand on ne sait pas. Mais en fait,
À un moment donné, ce n'est pas de la motivation, c'est plus de la motivation. La motivation, c'est se dire j'y vais, je suis motivé pour y aller. Là, quand vous êtes au milieu de la Pampa, qu'il y a 200 km avant de voir un être humain, enfin, la civilisation, 200 km en arrière, c'est plus de la motivation qu'il vous faut, c'est avancer. Là, l'expression marche ou crève, elle prend tout son sens. J'ai une seule fois manqué de nourriture, ça s'est bien géré, j'ai mangé des myrtilles sauvages, des mûres sauvages, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était aussi le plat des ours noirs. Là, j'ai dégagé, je me suis dit, je vais marcher avec une crampe à l'estomac, ce sera mieux. Donc en fait, ce n'est plus de la motivation dont tu as besoin, c'est de la discipline. Comment j'installe cette discipline? Vous savez, ces résolutions du jour de l'an que vous faites, que nous faisons tous, comment je la tiens, cette discipline? D'ailleurs, hop. Ouais. J'avais noté ça. Certains s'arrêtent parce que c'est dur, d'autres y vont parce que c'est dur. Et pour y aller, pour que ce soit dur, il faut cette discipline. J'ai 2 amis ultra-trailers, donc Mathieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, plus un autre ami très très proche. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Hein. Ils vont courir, enfin marcher, pendant 100 bornes, 120 bornes, pour gagner un t-shirt. Je ne les comprends pas. C'est se faire mal pour rien, en fait. Par contre, il y a un concept qui est super intéressant chez cette population-là, il y en a sans doute dans la salle, je plaisante, hein, je vous adore, et je résiste à ne pas le faire d'ailleurs, mais il y a le concept de la pain cave, donc la grotte des douleurs. C'est-à-dire que vous rentrez dans un système où vous courez, et là vous avez de la douleur, parce que courir quand ça grimpe comme ça, c'est pas naturel, vous fuyez quelque chose. Donc ils sont dans cette grotte, et là c'est la grotte des douleurs, la grotte des peurs. Vous savez pas, vous allez découvrir une autre partie de vous-même et vous creusez dans cette grotte pour découvrir des choses en temps normal vous n'irez pas. Et donc pour ça, il n'y a pas de solution, il faut une discipline de fer. Ils ont des entraînements, préparation de ouf. Moi, je n'avais pas de préparation. Par contre, la discipline, elle s'est installée. Elle s'est installée tout bêtement parce que je ne vais pas vous envoyer du rêve pour ceux qui voulaient le faire. Pendant 90 jours, j'ai mangé le même repas le soir. Enfin, oui, le même repas le soir. Et pendant 90 jours, j'ai mangé le même repas le midi. Pour vous dire, le soir, je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer la marque, c'est de la purée en sachet, lyophilisée, parce qu'il faut que ce soit léger. C'est infâme. Mais par contre, ça devient votre Madeleine de Proust. Vous marchez et dans l'après-midi, vous vous dites ah, « ce soir, il y a purée ». Alors parfois, luxe, vous l'agrémentez avec un peu de parmesan, qui n'a pas suivi la chaîne du froid, c'est pas grave, on fait pas. Vous l'accompagnez avec un peu de viande. Je suis végétarien. Je suis repassé à la viande pendant quelques mois. Mais vous dites, je sais pourquoi je marche ce soir. Parce que je ne marche pas pour arriver au bout. Si je commence à penser à l'arrivée, c'est plié. Je marche pour cette purée. C'est pas drôle. La discipline, c'est chaque soir, je vide entièrement ce sac, je monte mon campement, je fais la purée, je la mange, je la déguste, et je me couche. Le matin, je replie mon campement et je le range de la même manière dans le sac. Il n'y a pas de trouble, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, d'avoir cette discipline au quotidien permet de libérer mon cerveau pour plein d'autres choses. J'ai appris ça il y a quelques temps. Pourquoi Steve Jobs s'habillait tout le temps avec son haut noir, son jean et ses sneakers? Parce qu'en fait, il gagnait du temps le matin à ne pas choisir. Il utilisait son temps de cerveau pour tout ce qu'il créait, pour son entreprise. Donc ce temps disponible, ça vous permet, ça développe plein d'autres choses. Vous redécouvrez votre instinct, vous commencez à sentir des choses qu'en temps normal. En fait, on est dans un monde, nous on a la chance, hein, la roue d'hier de Nathan, des privilèges, elle est super intéressante. C'est que vous voulez de l'eau, robinet. Vous avez froid, couverture, etc. On ne se rend pas compte de toutes ces facilités qu'on a dans la vie. Donc on n'a pas besoin de développer d'instinct pour trouver de l'eau. Hein. A priori, vous suivez un panneau, c'est OK. Là,
au bout de quelques temps, je ne le dis pas au début, hein, mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, il va y avoir de l'eau bientôt. Je vais pouvoir recharger ma gourde. C'est cool. Ou alors, oh, il y a de la neige. Il va y avoir de la neige dans pas longtemps. Ah, pas de la neige qui tombe du ciel, hein, parce en 92 jours, j'ai dû avoir 3 jours de pluie. Et le reste que du cagnard. Donc vous commencez à développer cet instinct, et à tel point vous commencez à sentir la présence animale. Moi, je me rappelle marcher et me dire, tiens, ah bah oui, il y a une biche derrière moi, dis donc. Je ne l'entendais pas, mais je savais qu'elle était là. Je me rappelle plusieurs fois de, ah, là, il y a un ours, il n'est pas loin. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est comme une belle bête, même sans le voir. Je me rappelle une fois, hein, enfin, ne riez pas, s'il vous plaît. Il est tard. Je me dis, bon, il est là, je ne me sens pas à l'aise, il commence à faire sombre. Je plante la tente et je me barricade dans ma tente. À partir de ce moment-là, je suis safe. Vous avez déjà vu un ours dézipper une... Non? Bon. Non. À quel moment la lucidité fait que tu te dis, ça va le faire. Alors après, à force d'avoir côtoyé les ours, tu finis par comprendre leur mode de fonctionnement. Tu les embêtes pas, et ils t'embêtent pas. Ça, c'est un deal. Pas besoin de se taper dans la griffe pour le comprendre. Donc en fait, tous ces signaux faibles, là, ils finissent par clignoter de partout, jusqu'à même, je vous disais, j'ai marché plus de la moitié du chemin dans de la neige. Je déteste marcher dans de la neige. Surtout que avec ces chaussures-là. Hein. Donc 27 secondes après, elles sont trempées. Et vous saviez le nombre de kilomètres en trop que j'ai pu faire à suivre des empreintes? Oh bah, il y a des empreintes de pas, on n'est pas beaucoup sur le chemin, je vais les suivre. Puis au bout d'un moment, vous sortez votre GPS, fait demi-tour. Merci les empreintes de pas. Alors que ce n'est pas de leur faute, ils allaient là-bas, les gens. Non, au bout d'un moment, vous finissez par détecter plein de petits signaux. Vous dites, si tout ce bois est coupé alors que je suis au milieu de nulle part, c'est qu'a priori, il y a une raison. La raison, c'est qu'il doit y avoir un chemin. Donc, je suis sur le bon chemin. Donc, je suis passé de regarder l'application toutes les 5 minutes à une fois toutes les 2 heures, parce que vous finissez par détecter, je suis sur le bon chemin. Il n'y a aucune trace qui me dit que je suis sur le chemin puisque c'est de la neige, mais je suis sur le bon chemin. Ça devient une certitude. C'est la première fois que j'y passais. Hein. Et c'est vrai, et c'est hallucinant. Tous ces signaux faibles, ça devient hyper naturel. J'y suis retourné il y a quelques semaines. Alors, il n'y avait pas de neige. Mais ma femme me disait, t'es sûr qu'on est sur le bon chemin? Je dis, ouais. Mais tu regardes pas? Ouais, mais je le sens bien, là. Et c'est inexplicable. De la même manière, est-ce qu'on fait attention à tous les signaux faibles qui nous entourent au quotidien, dans notre travail, à la maison? Je ne sais pas. Puis moi, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a une pain cave, cette grotte de la douleur au travail? Vous savez, cette zone où vous n'avez pas envie d'aller, il faut quand même y aller. Et je vais découvrir des choses, et j'ai peur de ces choses. Ça ne demande pas de réponse, hein, je vous la laisse, vous la posez, vous avez 2 heures. Après, c'est facile d'avoir une discipline quand vous n'avez pas le choix. Mais d'accord, c'est marche, ou crève, on l'a dit. Donc quand je reviens, il faut vraiment garder cette discipline. Donc moi, c'est devenu un credo, c'est ce mot d'ailleurs, mon fils me dit de temps en temps, papa, discipline. Il a 15 ans, avec toute l'arrogance qui va avec, peut-être un peu de gêne, je pense, mais c'est assez drôle. Par contre, c'est toujours se dire, ah oui, discipline. Ce matin, Gaël a spoilé aussi, mais j'étais OK. Ah, j'étais bien sous ma couette quand le réveil a sonné. Je dis, j'ai une voiture, hein, je peux venir quand même en voiture. Discipline, Aurélien, tu y vas. Et moi, ça m'a fait du bien, parce que j'ai rejoué la conf. Donc comme ça, j'étais prêt. Mais j'ai eu ce moment pour moi, dans la forêt de Rennes, c'était top. Cette discipline. Je vais citer un basketteur que j'ai adoré voir jouer, qui s'appelle Kobe Bryant, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, et qui disait « Je ne négocie pas avec moi-même ». Si vous commencez à négocier, vous savez, cette petite couverture, là, c'est fini. Vous n'irez pas au bout. Donc, se lever le matin, tu négocies pas, Aurélien. Grimper cette montagne, tu ne négocies pas. La descendre, tu y vas, tu négocies pas. Il y en a une derrière, tu ne négocies pas.
excusez-moi, c'est trop tôt. Je l'ai répété plein de fois, mais sans les slides. Alors, ne pas négocier, ça veut dire être capable d'accepter la douleur, d'accepter l'échec et d'accepter la tentation d'arrêter. D'accord? Vous aimez avoir mal, vous? Je me suis dit, pose pas cette question, la réponse, si quelqu'un répond, il va se sentir pas bien. Alors sur ce trail, là, c'est quoi la douleur, l'échec, la tentation d'arrêter? Alors, je vous en ai listé plusieurs, hein, mais sur toute la durée, il y a beaucoup de belles expériences. Là, je vais vous faire le top 3-4 des trucs qui m'ont chamboulé. Mais la plupart du temps, c'est quand même une superbe expérience. Hein. Ne vous focalisez pas, il a vécu que de la merde. On est d'accord. Hein. Alors parfois, c'est anodin. Anodin où vous traversez des routes et parfois, il y a ce qu'on appelle les trail angels, donc des anges du trail, des anges de la piste. C'est des gens qui soit l'ont déjà pratiqué dans le passé, soit des gens, des bénévoles qui adorent la rando et qui sont là pour vous aider. Et vous aider, c'est vous offrir une petite demi-heure de discussion, interagir. Ils arrivent avec de la nourriture. Quand vous voyez une orange, c'est magique. Bon, c'est souvent des hot dogs et du Sprite. Hein. Parfois, c'est vous offrir un ride, un autostop pour vous emmener à la ville à côté pour pouvoir recharger en nourriture. Ça vous évite quand même 10-15 miles de détour. Et là, je tombe sur un trail angel qui me fait « Oh là là, tu continues là, non mais n'y va pas, n'y va pas. N'y va pas, il y a une tempête qui se prépare, ça va être le déluge, c'est terrible. Ce que tu devrais faire, c'est je t'emmène en ville et puis on va boire des bières ensemble. Moi, pour 30 $, je t'emmène en ville. » Alors j'avais la chance, c'est qu'à ce moment-là, j'avais mon téléphone qui fonctionnait, mon GPS donne la météo, ma montre donne la météo, et je regarde, je suis quand même... j'ai arrêté les études, mais en termes de météo, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Donc merci, je passe mon chemin. La tentation, viens avec moi, arrête ici. Elle est facile. Quoi. Ça, c'est pas une douleur, c'est pas un échec, mais c'est cette tentation, c'est terrible. L'autre truc, c'est tout ce qui est interaction, c'est que moi j'utilisais une application qui s'appelle Farout, c'est à peu près tout le monde a ça. Avant, on faisait avec des cartes. Maintenant, modernité, hein, vous prenez une application. Cette application, elle vous donne votre position, puis il y a un fil rouge qui est le chemin, avec des indications géniales. C'est à cet endroit-là, il y a de l'eau, à cet endroit-là, il y a un camping, à cet endroit-là, il y a un danger. Et puis en plus, modernité, vous pouvez mettre des commentaires. C'est génial, et parfois, c'est pas génial. Pourquoi c'est pas génial? Parce que moi, je vois sur l'application, commentaire, c'est à cet endroit-là, il y a un trou, dans le sens, il n'y a plus de neige. Oh, je vais enfin pouvoir planter dans quelque chose de solide. Je ne vais pas planter ma tente dans de la neige. Donc, il est 18h, je me dis, allez, je pousse. Je pousse, j'arrive à l'endroit. Ah, il n'y a que de la neige, là. Vu l'heure, le brouillard et le début de la pluie, je ne suis pas bien, là, en fait, parce que c'est une pente. Je ne peux pas planter là. J'ai passé une des pires nuits. J'ai une araignée qui a voulu rentrer dans mon oreille. J'ai écrasé l'araignée. C'est pas bien de tuer les animaux, mais j'ai écrasé l'araignée. Elle a continué à vouloir venir vers moi. Là, je me suis dit, c'est un cauchemar. Merci le gars qui a mis ce commentaire. Merci beaucoup. À l'inverse, n'y allez pas. J'ai vu quelqu'un dévaler sur 300 mètres, vous allez mourir. Il a perdu tout son matériel, c'était terrible. Là, le commentaire, moi je le vois 3 jours avant d'arriver à l'endroit où ça va se passer, où ça s'est passé. Pendant 3 jours, vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus, donc vous n'êtes plus forcément très alerte. C'est une catastrophe. Vous dites, mais il faut que j'arrête, c'est fini en fait. C'est une sombre bêtise que je suis en train de faire. Le matin où je dois y aller, je me dis, bon, j'ai un peu de raison là, tu y vas. Si c'est si compliqué que ça, tu recules. C'est pas grave. Tu feras un skip et puis tu repasseras sur autre chose, tu continueras ton chemin un peu plus loin. Et en fait, je suis arrivé à ce fameux zone de la mort. Franchement, elle est passée crème. Effectivement, il y avait une belle montée dans la neige, il fallait passer une corniche et ça l'a fait. Et puis après, j'ai croisé un randonneur qui me dit non, après derrière, c'est
c'est super cool, il n'y a plus de neige. En fait, la personne qui mettait ce message-là voulait sans doute du bien, sauf qu'en le mettant, moi, elle a généré un stress fou. J'étais à me dire, j'arrête, c'est bon. J'ai pas envie je suis pas venu pour me tuer, en fait. J'ai pas envie d'être dans les mémoires des gens parce que je suis le énième mort sur la piste. Donc moi, l'apprentissage, c'est bête parce que c'est naturel de le faire. C'est va valider tes hypothèses. Dans le pire des cas, l'hypothèse n'est pas bonne, tu la fermes, quoi. Je pense que ça vous arrive au travail de ne pas être sûr et d'essayer d'aller valider vos hypothèses. Si on prend trop d'avis en compte, on finit par plus oser bouger. Après, ces tentations, elles peuvent être sournoises. Je fais un bond en avant. Je me retrouve à, je dirais, 6 jours de la frontière canadienne. Je traverse une autoroute et il y a un panneau Seattle. Seattle, c'est l'endroit d'où je dois repartir en avion. Je vois le panneau Seattle et puis moi, machinalement, Seattle, Google, Maps, 45 minutes. C'est-à-dire que dans 45 minutes, je suis à Seattle, je peux prendre un hôtel, la douche qui va avec, restaurant. Je suis resté 30 minutes devant ce panneau à me dire, c'est totalement idiot. Je ne faisais pas de stop, à me dire, je suis là, si une voiture s'arrête, vas-y, j'y vais. Là, j'étais en train de négocier avec moi-même. Et je pense que ça serait arrivé très tôt dans l'aventure, j'aurais lâché. Mais j'avais appris à ne plus négocier, donc je dis, arrête tes bêtises, continue. Ça monte, mais continue. Mais j'ai été tellement tenté, ça m'a choqué. Je crois que je l'avais mis sur un post, et après j'avais un post Instagram, et j'avais Thierry qui avait mis un message qui m'avait fait pleurer. Parce que j'étais tellement si près de la fin. Je me dis, mais à quel moment cette idée a germé dans ma tête, quoi. La douleur, parfois, elle peut être bouleversante. Je suis le 1er juin, on est le 1er juin 2023. J'ai du réseau, ma femme m'appelle et je sens bien au téléphone qu'elle n'est pas top. Elle me dit, j'ai eu ta mère. Je dis, ouais, ok, vas-y, balance la purée. Enfin, pas celle-là. Balance, dis-moi, parce que t'en as trop dit. Bon, son cancer a redémarré. Elle ne voulait pas que je te le dise parce qu'elle ne veut pas que tu arrêtes. Elle dit, il y a des petits points qui scintillent au PET scan, là, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, ils l'ont pris à temps, ils vont lui faire chimiothérapie, radiothérapie et immunothérapie. Je dis, ok, je vais appeler ma mère, là, parce que on sent pas une arme de destruction massive comme ça pour juste quelques petits points qui scintillent. Et donc je raccroche, j'appelle ma mère. Là, moi, dans ma tête, c'est, bah, écoute, j'arrête, je rentre. Je vais t'accompagner dans dans cette nouvelle partie avec le cancer, donc c'est pas un problème. Et là, je prends un savon. T'es qui, toi? T'es médecin d'abord? Une mère bretonne, hein, c'est... alors que têtu, beaucoup plus. Donc on s'engueule, et bon, putain, à un moment donné, vous ne négociez pas avec une maman. Enfin, je ne sais pas si vous négociez avec votre maman, mais quand elle vous dit quelque chose, bah, vous y allez, quoi. Donc là, je pars avec ça, ce poids. Alors ce poids, c'est pas moi qui ai le cancer, enfin, je ne le sais pas, d'ailleurs. Mais je pars avec ce poids dans l'esprit, et je pars avec ce poids. Donc là c'est compliqué. Et je fais la bêtise qu'il ne faut pas, c'est que je me dis, bah, c'est quoi, je vais accélérer. Je vais accélérer, comme ça je finis plus tôt, je suis plus tôt, je rentre en France, je suis avec elle, c'est équation mathématique assez simple. Et là où le bouleversant devient dramatique, c'est que j'ai accéléré, excès de confiance, et je me retrouve à passer cette corniche. Là, il y a une corniche de neige, je me dis, bah, je vois le chemin de l'autre côté, donc je mets mes crampons, je commence à y aller tranquillement. Je dis, c'est quand même dur, là, je ne comprends pas, cette neige, elle est bien dure. Ouais, elle est du côté non exposé de la montagne. Et ce qui devait arriver arrive. Je dévisse, je glisse, les jambes en avant, sur le ventre, la tête vers le haut. J'arrive pas à freiner la chute. Je finis dans le pierrier.
un peu plus bas. Je ne sais pas vous dire combien de mètres j'ai glissé. Et là, dans ce pierrier, j'ai la chance, c'est que ma jambe se coince entre un caillou et un arbre. Le sac à dos part en arrière, enfin, tout le corps part en arrière. Le sac à dos part dans un sens, les lunettes, la casquette, les bâtons, les gourdes. Enfin, je m'éparpille. Et là, le réflexe, comme un chat. Hein. Vous savez, ce chat qui se prend la fenêtre, puis qui... Non, mais il ne s'est rien passé. Je récupère tout. Hop, je repars, je regrimpe tout ce que je viens de descendre, là, puis je reprends le chemin, je marche. Je fais, ça va bien, ça va bien, ça va bien, c'est nickel, ça va super bien. Puis là, quand même, je m'arrête et je m'assieds. Je suis tremblant comme c'est pas permis. Ah, c'est marrant ça, il y a du rouge. Donc j'ai du sang qui coule de la jambe, c'est-à-dire que ma jambe s'est bien arrêté la chute en se bloquant. Sauf que j'ai une entaille là, qui est toujours là. On va pas faire du concours d'entaille de cicatrice, mais elle est toujours là. Puis j'ai une grosse douleur dans l'épaule. Et là, ça va pas. Ça va pas parce que je me dis, mais en fait, à vouloir aller trop vite, j'ai eu cet excès de confiance et je suis parti en vrille et j'ai vécu exactement ce que je voulais pas, c'est-à-dire le risque de mourir. Je reprends le chemin et puis la douleur disparaît, la faim disparaît, j'entends plus de petits osios, je vois plus d'animaux et là je me dis, mais en fait, plus de douleur, pas de sensation de faim, plus d'interaction. En fait, je suis mort. Sachant que j'ai 160 km à faire en avant pour pouvoir trouver la civilisation, je dis, bon, c'est peut-être ça la mort, en fait. C'est peut-être ça la mort, jusqu'à ce que 48 heures après, je croise un autre randonneur qui... Là, je me dis, en fait, non, c'est bon. Je ne suis pas mort. Ou alors, on est morts tous les deux. Mais non, la proba, elle est trop faible. Et donc, je continue. J'apprendrai bien plus tard, hein, parce qu'en fait, après cette chute, tous les matins, je marche, je commence mes journées toujours avec le bras tendu comme ça. Donc j'apprendrai plus tard avec mon médecin qu'à ce moment-là, je me suis cassé l'omoplate, qu'il me reste encore 1150 miles. Faites le calcul rapide dans vos têtes en kilomètres. Et là, c'est peut-être falloir arrêter les conneries. C'est à vouloir trop tirer sur la machine, je vais tout foutre en l'air, quoi. En fait, l'échec, ou toutes les raisons d'abandonner, ça rentre super facilement dans le cerveau. C'est très sournois, ça vient, vas-y, arrête là, viens prendre une bière avec moi. Ouais, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Mais en fait, ces douleurs, on les entend sans effort, ça rentre et ça résonne, et c'est très dur de combattre ça. Mais si j'arrête, là, je perds tout. Je perds ces paysages qui sont quand même à couper le souffle. Ces animaux qu'on dit sauvages, mais au final, si vous êtes calme, ils vivent à côté de vous sans interagir avec vous. Sans interagir, c'est assez particulier, parce que moi, je me suis réveillé une fois, je dormais moustiquaire ouverte parce qu'il faisait trop chaud, et dans la nuit, je me fais réveiller parce qu'en fait, une biche était en train de lécher mon matelas, enfin mon duvet. Ça surprend. Mais en fait, c'est que comme tu transpires, ton sac, il est plein de sel, et une biche, le sel, elle n'en a pas dans les montagnes. Donc c'est un apport nutritif très intéressant pour elle. Ou alors, ces interactions avec les ours, on a peur d'eux. Hein. Enfin, moi, s'il y a un bébé ours, j'ai peur. S'il n'y a pas de bébé ours, c'est un très gros chat. Il faut juste avoir quelques petites précautions d'usage. Là, je vous ai amené une boîte à ours. Alors, ce n'est pas pour mettre les ours dedans, hein. Mais c'est pour mettre votre nourriture, parce qu'en fait, si vous avez votre nourriture dans votre tente, là, vous avez une visite désagréable. Donc chaque soir, je mettais ma nourriture dans cette boîte, je la mettais à peu près à 20 mètres de moi, et comme ça, j'étais en tranquillité. Donc parfois, je la retrouvais au même endroit, parfois, je la retrouvais un peu plus bas. Je me disais, bon, j'ai du mal à la positionner hier soir, puis elle a roulé. Parfois, je la retrouvais un peu plus haut. Et là, c'est bizarre quand même. J'ai caché un ours dedans, un petit ours en peluche,
S'il y en a qui veulent essayer de l'ouvrir, en fait, c'est fait pour que les ours ne puissent pas l'ouvrir. Alors, c'est étudié pour qu'en fait, la mâchoire d'un ours, même en forçant, ne puisse pas casser la boîte. Et il y a des vidéos qui en montrent où l'ours s'épuise dessus. Je ne sais pas si ça résiste aussi au grizzly. J'ai pas eu l'occasion d'essayer. Mais en fait, tout ce que je vais perdre là, c'est dommage. Donc, je vous parle de quelques échecs, il y en a eu d'autres, quelques douleurs, il y en a eu d'autres, mais qui ne sont pas allés jusqu'à se dire « allez, j'arrête ». Là, j'ai tapé l'extrême. Mais par contre, il ne faut pas négocier avec soi-même. C'est vraiment important. L'échec fait partie du travail. Je vous remets une autre citation d'un mec qui pourrait faire carrière dans le basket, qui est vraiment intéressante. Je vous laisse le temps de la lire, si vous ne la connaissez pas. En fait, c'est accepter que la clé, c'est d'accepter que ce soit compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, c'est nickel. Je me suis transformé, ou retransformé, je ne sais pas quel est le terme, c'est accepter que ça va être compliqué. À partir du moment où vous acceptez l'idée que ça va être compliqué, et que vous ferez face, au moment donné, à cette complication, vous ne l'anticipez pas, tout devient beaucoup plus facile. L'échec fait partie de la réussite. Il y a une personne qui s'appelle Sarah Blakely, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé une entreprise de maintien, de vêtements et sous-vêtements de maintien, qui a dit un truc qui est ne vous intéressez pas à l'échec, vous n'avez besoin de réussir qu'une seule fois. Donc les échecs, ça va arriver. La réussite, une fois que vous l'avez, vous l'avez acquise. Ce qui est important pour moi, au final, c'est faire un choix, d'avancer et d'assumer. C'est facile de prendre des décisions dans le contexte, dans le monde réel, parce que si ça se passe mal, peut-être qu'on sera beaucoup plus à assumer que ça se passe mal. Quand vous êtes tout seul face aux éléments, c'est je prends ma décision et maintenant c'est moi qui gère. Simon ne sera pas là pour m'aider si j'ai un problème. Je vous dis ça parce que chez le client chez qui j'étais à ce moment-là, on organisait un truc qui s'appelle un design sprint. Et j'avais tout planifié pour que ce soit, j'avais tout préparé pour que ce soit fait au mois de juin. Donc moi, c'est sorti de mon cerveau. Quand je suis rentré en août-septembre, je fais alors, c'était bien le design sprint? Ben, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que c'était compliqué. Je fais attends. Donc, un truc de 5 jours, vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai eu le temps de marcher 4300 bornes. Et vous n'avez pas eu le temps de le faire. En fait, ce n'est pas important pour vous, du coup. Ah si, c'est structurant c'est stratégique. Mais commencez le truc, quoi. À un moment donné, faites-le, quoi. Si on reste dans l'attente, ça ne va pas se faire par miracle. Au pire, vous aurez pris la mauvaise décision, vous aurez fermé une hypothèse. Cette option, elle n'est pas bonne, on n'y va plus. Et en plus, il n'y a aucun risque d'aller se casser l'omoplate. On est d'accord. J'ai l'habitude de dire, choisir, c'est choisir. Là, ne pas choisir, c'est aussi choisir. Ne pas choisir de le faire, c'est un choix. Maintenant, il faut vivre avec. Bon, alors pour la petite histoire, on a réussi à le faire avec la personne qui est au premier rang, que vous pourrez voir cet après-midi en conférence. Finalement, il se passe plein de choses, des journées quand même très belles. C'est pas intéressant si je vous parle des belles journées. Je n'allais pas vous faire une visio de vacances. Le 1er août, à 7h37, j'atteins cette frontière canadienne. Franchement, je pensais que j'allais chialer toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré tellement de fois avant en pensant à ce moment-là. Je pensais que j'allais crier toute ma rage. Rien n'est sorti. J'ai eu 1 heure tout seul à la frontière. Je crois que j'ai découvert ce qu'était le terme zen. Je me suis assis face à ce poteau et j'ai vécu un moment très agréable, pas forcément d'émotions qui sont exacerbées. Alors peut-être parce que tout le chemin m'a préparé à ce moment-là,
Vous voyez souvent aussi des sportifs alors je ne suis pas sportif de haut niveau, mais des sportifs, quand ils gagnent, ouais, ok, j'ai gagné. Mais en fait, ils ont été préparés psychologiquement à ce moment-là. Donc ce moment-là fait partie de l'histoire et c'est ok, c'est acquis. Ou alors, celui qui me disait, Aurélien, ce qui n'est pas important, c'est la destination, ce qui est important, c'est le chemin, il avait peut-être raison. Mais moi, il fallait que j'aille vérifier quand même au bout. D'accord? Et c'est vrai, le chemin est plus important que la destination. Mais ça fait quand même plaisir. Pour être honnête, avant de commencer, j'aurais pas mis un gros billet sur moi, sur ma capacité à y arriver. J'ai de très bons amis qui étaient pareils. Mathieu. Mais c'est vrai, enfin voilà, le monde professionnel fait que vous avez peut-être moins de temps pour faire du sport. Si je m'étais basé sur ce que j'étais au départ, bah, j'aurais pas mis un copec dessus. Il y en a une qui a cru en moi, c'est ma femme. En fait, elle a toujours cru en moi, parce que je la sors de sa zone de confort très régulièrement. Tu vas voir, c'est génial d'aller voyager en Inde. Ouais, mais quand même. Mais bon, si tu me dis que c'est génial, j'y vais. Et c'est génial. Hein. Ma chérie, j'ai démissionné, je vais créer une entreprise. Ouais, je suis sûr que ça va marcher, mon lapin. Et elle a cru en moi dès le départ, il y a 8 ans. Enfin, il y a même bien plus longtemps que ça. Et quand je lui ai dit, je vais faire ce truc-là, elle me fait, OK, d'accord, tu rentres quand? Parce qu'elle savait que j'irais au bout. Et c'est super important. Moi, je pense que c'est super important d'avoir des piliers comme ça autour de soi, des gens sur lesquels elle a excessivement peur. Mais elle est toujours là à se dire, ouais, je sais que tu vas y arriver, c'est même pas un sujet. Je ne sais pas si vous, autour de vous, vous avez des piliers comme ça, mais c'est important. Je ne vous raconte pas tout ça pour que vous alliez vous confronter à cette situation. C'est une bêtise, hein, c'est ma bêtise, je suis super content de l'avoir faite. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que c'est OK, en fait. Tentez des choses. Croyez en vous. On a tous notre montagne à gravir. Alors parfois, la montagne, ça va être pousser sa conférence à un CFP pour venir parler ici devant tous ces gens que l'on ne voit pas, parce qu'on ne voit que les 2 premiers rangs. Parfois, c'est se dire, je ne suis pas bien là où je suis, je vais mettre à jour mon CV et je vais aller postuler ailleurs, et ça peut être une montagne. Et parfois, je ne sais pas, ça peut être déclarer sa flamme. Votre temps, il est précieux, hein. Il n'y a que 1440 minutes dans une journée. Votre temps, il est précieux. Si vous pensez que ça vous apporte de la valeur, allez-y, testez. Allez-y, faites-le. Moi, j'ai appris hein, tous les matins, j'ai testé des choses, et ce matin, et encore tout à l'heure en prenant ma douche, merci le couvent, je l'ai vu cette cicatrice. Tous les matins, je sais que les choix que je fais ont des conséquences. Donc il faut être sûr que quand je fais ce choix, c'est pour des bonnes raisons. Vous vous rappelez, j'avais dit 4300 km, 120 jours, 35 km par jour, no way. On est d'accord, c'est pas possible. J'ai fait les calculs. Au final, j'aurais marché à peu près 50 km par jour et avec des pointes à 80 jours. Ah, tout allait bien jusqu'ici. Avec des pointes à 80 km par jour. Nico me disait hier, non mais moi je suis allé marcher avec des potes, c'est juste pas possible ce rythme. Oui, c'est pas possible parce que pour pouvoir faire ce rythme-là, au départ, j'en ai bavé à 25 km par jour. C'était très dur. Mais au bout d'un moment, bah, vous vous transformez. Donc si on se regarde comme on est maintenant, bon, j'avais une personne qui disait, quand je me regarde, je me fais peur, quand je me compare, je me rassure. Bah, si je regarde l'Aurélien d'avant le trek, non. Mais là, maintenant, je sais que je suis capable de le faire. Donc je dis souvent, chacun a sa montagne à gravir. Moi, ma prochaine, je sais déjà laquelle c'est. Hein. C'est cette triple couronne que je vais aller chercher.
Et en fait, avant de terminer, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quoi votre montagne à vous? Et qu'est-ce que vous allez faire demain pour la gravir? Et je vous remercie.